Bonjour à tous. Il porte un regard acéré sur les politiques d'innovation, les choix technologiques au regard de la nouvelle géopolitique, la stratégie industrielle de la France. Je parle d'Alexandre Bounou, qui est mon grand invité aujourd'hui, président des Instituts Carnot, directeur du CEA LIST. Voilà, acteur d'excellence aujourd'hui dans la recherche publique privée. Ce sera donc un jour de grande interview dans Smart Tech. Dans cette édition également, on va porter notre regard du côté des États-Unis avec l'actualité des cryptos et cette réserve américaine qui a été annoncée par Donald Trump. Mais d'abord, je propose 3 questions sur la mésinformation à l'ère de l'IA. C'est tout de suite dans Smart Tech. Voilà, que d'invités prestige dans ce Smart Tech aujourd'hui. Bonjour Joël Toledano. Bonjour. Merci d'être avec nous, professeur émérite en économie, associé à la chaire Gouvernance et Régulation de l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes membre de l'Académie des technologies, ainsi que de plusieurs conseils d'administration d'ailleurs de start-up du numérique. Votre dernier ouvrage, GAFA, reprenons le pouvoir, publié chez Odile Jacob en 2020, a reçu de nombreux prix également. Mais notre sujet aujourd'hui ensemble, ça va être la production de ce rapport par l'Académie des technologies, dont le titre est « Lutte contre la mésinformation à l'ère de l'IA ». Déjà, Joël, pourquoi ce choix de vocable « mésinformation » ? Parce que l'un des objectifs, au fond, de ce rapport, indépendamment des propositions, c'est de faire, je dirais, une analyse à 360 degrés de l'ensemble du sujet et que c'est l'élégance, si vous voulez, des mots pour pas tout de suite passer vers fake news, qui est le bon, et qu'on essaye d'appeler un chat, si je puis dire, et qui a donc dans ce rapport l'idée que même si on va s'intéresser aux aspects très précis liés à l'intelligence artificielle par rapport aux fake news, on veut replacer le sujet dans le contexte, préciser de quoi on parle et pointer sur un certain nombre de points. Il y a eu beaucoup de sujets de rapports autour de la mésinformation, c'est très très important. Oui. Et notre objectif, au fond, c'était d'essayer, à partir de ce sujet, de pointer précisément sur quelque chose d'assez précis, qui est le lien entre la mésinformation numérique et l'IA. Donc, vous n'employez pas non plus le terme de désinformation. On l'emploie dans le rapport, mais c'est pas le même niveau, si vous voulez. C'est pas le même niveau. C'est intéressant de préciser les définitions, ouais. Même si après, évidemment, on arrive à la désinformation, parce que c'était le cœur de notre préoccupation. Et des deepfakes. Et des deepfakes. Mais effectivement, la mésinformation, c'est la mauvaise information. Oui. Mais la mauvaise information, c'est pas forcément volontaire. La désinformation, c'est volontaire. Et donc, il s'agissait de préciser exactement le champ. Certains analystes considèrent, par exemple, qu'en réalité, plus que la désinformation, c'est la mésinformation qui explique le fait que les gens ne disent pas toujours ce qu'est la vérité scientifique. Donc il y a l'intention derrière voilà, qui est importante. Quand vous avez pris en main ce rapport, est-ce que l'ampleur du risque vous a surpris ? Est-ce que aujourd'hui vous pensez qu'elle est sous-estimée, cette dangerosité de la mésinformation, ou peut-être surestimée d'ailleurs ? Non, elle n'est pas sous-estimée du tout. Elle est même à certains égards, mais je dis bien à certains égards, à court terme, elle a été surestimée. Rappelez-vous, au début de 2024, on craignait que les élections européennes, que les élections américaines soient toutes complètement polluées par les deepfakes. Je ne parle pas de... Ouais. Et les analyses aujourd'hui, alors on a bien un exemple qui est la Roumanie où ça s'est passé différemment, mais sinon, tous les analystes aujourd'hui s'accordent à dire que ce n'est pas en tant que tels les deepfakes qui ont été au cœur des problèmes de mésinformation ou de désinformation. Mais on sait que la technologie progressant vite, que la nouvelle géopolitique change aussi pas mal de choses. Donc c'est un problème auquel il faut quand même qu'on se confronte.
oui, qu'il faut qu'on se confronte, qu'on analyse et qu'on s'outille pour aller contre. Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce rapport, vous proposez des outils. Enfin, ce ne sont pas juste des recommandations, c'est vraiment des propositions très concrètes. J'imagine que vous vouliez en préciser quelques-unes. Moi, j'ai noté notamment le développement d'un chatpédia au sein de l'éducation nationale. Ça consisterait en quoi ? Écoutez, l'idée est la suivante. Au fond, s'il y a un sujet qui est mis en avant dès qu'on parle de mésinformation et de désinformation, c'est l'éducation. Et quelle meilleure façon que d'expliquer à chacun d'entre nous, au fond, mais là, c'est à l'éducation nationale, dans les écoles, comment ça marche, que de fabriquer ensemble un outil qui permet de comprendre comment effectivement ça marche. Donc c'est, pour simplifier, c'est ça, Chatpédia. Il y a eu Wikipédia pour remplacer, entre guillemets, mais un peu quand même. Un outil encyclopédique. Voilà. Oui. Et là, c'est un outil qui permet de comprendre ces fameux LLM, ces fameux langageurs, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que... Et ça peut se construire. On voit bien qu'il y a toute une série d'initiatives de construction de langageurs adaptés à certaines situations. Et là, l'idée, c'est de le faire avec les professeurs et les élèves, et que ça les aide en le construisant et en l'utilisant à comprendre comment ça marche. Oui, c'est de l'éducation au numérique finalement. Il faut rentrer quand même côté coulisses pour être plus au fait des risques. Vous parlez aussi d'imposer aux grandes plateformes l'affichage d'un score d'artificialité. Alors ça, moi, je vote à 100% pour, mais comment est-ce qu'on pourrait imposer ça ? Écoutez, il se trouve alors qu'aujourd'hui, la question de l'artificialité, elle est au cœur d'un certain nombre de questions, au point que l'an dernier, d'ailleurs, je crois que c'est The Economist qui avait fait un article disant qu'Internet allait devenir le monde des zombies. Donc, en tout état de cause, les plateformes, elles ont l'obligation de se préoccuper, et via l'IA-Act et via le DSA, des productions artificielles. Donc là, c'est une étape supplémentaire, si vous voulez, mais qui peut très bien se concevoir à l'intérieur de quelque chose qui est le Digital Service Act, le fameux règlement sur une modalité du règlement sur les services numériques. C'est ça, une précision finalement. Et puis, ajouter dans le Code de la défense un dispositif de sanction des opérations de désinformation. Alors, aujourd'hui, on a Viginum. Je vais vous répondre, oui. Et après, je reviendrai sur une dernière proposition qui me tient à cœur. Parce que là... c'est tout simplement qu'aujourd'hui, de façon étrange, si vous avez donné des fausses informations et fait en physique, oui. C'est aujourd'hui le code pénal a de quoi s'attaquer à ce genre de problème, mais c'est pas le cas quand c'est dans le numérique. Donc c'est juste, si je puis dire, une façon d'adapter les textes. Et l'un des autres sujets qui nous semble important, c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde en réalité où ceux qui nous nourrissent en matière d'information, ce sont les plateformes. Oui. Elles sont jugées parties, et nous pensons qu'il y a un vrai enjeu à créer un socle d'information numérique neutre, un INSEE, INRIA numérique qui permettrait, qui ferait que quand la Commission européenne se demande si les plateformes pornographiques ont ou non dépassé le nombre d'utilisateurs qui fait qu'elles sont régulées, elles n'ont pas besoin d'attendre qu'on leur dise ce qu'il en est. Donc, que ce soit elles-mêmes, en fait. Elles-mêmes qui demandent. Donc, il nous semble important, et je sais qu'il faut être brève, de s'attaquer à ce sujet, parce qu'aujourd'hui, nous dépendons, pour tout ce qui concerne la compréhension du monde numérique, des plateformes elles-mêmes qui sont essentiellement opaques. Ouais, et juge et partie, vous l'avez bien précisé. Donc ce serait ce comité consultatif de l'information scientifique et technique ? Non, ça c'est encore une autre proposition. On n'a pas le temps d'en parler, je suis désolée Joëlle Toléda, il faudra revenir dans Smartech. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes là en tant que membre de l'Académie des technologies et je vous invite à consulter ce rapport sur la mésinformation. Merci. On pourrait dire que mon invité est le parfait éclaireur des enjeux d'innovation pour les entreprises et le rôle de la recherche publique, puisqu'il accompagne et accélère cette collaboration publique-privée dans de nombreux projets de recherche structurants pour la France. Bonjour Alexandre Bounou.
Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le président des Instituts Carnot, directeur du CEA LIST, donc l'Institut de recherche technologique dédié au système numérique intelligent au sein du CEA. On va dire quand même quelques mots du réseau des Carnot. Donc c'est une association qui travaille sur la recherche partenariale, donc publique, privée, dans le but justement de faire émerger cette recherche et développement de manière très, très concrète. Aujourd'hui, il y a 39 Carnot, c'est bien ça ? Absolument, il y a 39 instituts Carnot qui, effectivement, ont une mission. La mission, c'est la recherche contractuelle bilatérale. C'est-à-dire la capacité à la recherche publique à avoir un impact sur l'économie, la société, à travers ces projets de collaboration directe avec les entreprises. Dans tous les domaines, 39 instituts, en fait, on couvre à peu près toutes les thématiques, je dirais, industrielles, sociétales, de la santé à l'agri-agro, du numérique, du semi-conducteur, etc. Donc, parce qu'on parle souvent de mettre l'excellence française en matière de R&D en avant. Là, c'est la mettre au service des entreprises. Mais qu'est-ce qu'on appelle l'excellence aujourd'hui ? En fait, l'excellence, c'est d'être en capacité de faire de la recherche qui permet de générer des innovations qui doivent se retrouver le plus rapidement possible sur le marché au service de l'économie et de la société. Effectivement, on peut tout à fait générer du savoir dans le cadre de la recherche avec des publications. Ça fait partie un peu de la mission de la recherche. Nous, en tout cas, dans le réseau des Carnot et des instituts Carnot, qui sont, comme vous l'avez dit, 39 instituts, en fait, notre rôle et notre objectif, c'est effectivement de faire cette recherche appliquée parce qu'elle a une finalité. Et on est là pour soutenir le développement des entreprises. Et ça veut dire concrètement, vous avez des offres technologiques que vous mettez à disposition des projets privés. Qu'est-ce que vous proposez ? En fait, vous mettez à disposition des talents ? Non, en fait, on met à disposition finalement ce qu'on appelle des briques technologiques, de l'IA, de la robotique, des technologies autour de la santé. Et les industriels, en fait, viennent nous voir parce qu'on a déjà germé finalement cette recherche et on projette finalement ces briques technologiques sur des produits, sur des services et on contractualise dans un rapport partenarial dans lequel on peut, et ça arrive très souvent, former des équipes communes pour mener cette technologie de son TRL très bas, c'est-à-dire vraiment les premières, je dirais, pousses de cette technologie jusqu'au produit qu'on va retrouver évidemment chez des grands groupes comme STMicroelectronics, comme Technip, comme Total, voilà, finalement toutes les entreprises. Et alors, il n'y a pas que les grands groupes, puisque 48% de nos contrats, il y en a 10 000, entre 10 et 11 000 contrats par an, ça fait à peu près une signature toutes les 10 minutes dans notre réseau, et en fait 48% sont des PME. D'accord. Mais donc ça veut dire qu'en termes de budget, vous fonctionnez avec les fonds du CEA, avec... Alors, on a en fait tous les... Vous créez du chiffre d'affaires aussi. Absolument. Avec les opérations que vous menez avec les entreprises privées, pardon. Absolument. En fait, le réseau Carnot, c'est le premier réseau de la recherche partenariale en France. En fait, il occupe à peu près 60% de ce que les entreprises financent à la recherche publique. Elles financent en moyenne 1,1 million par an. Et nous, aujourd'hui, on fait à peu près 600 millions de chiffre d'affaires. Ce 600 millions de chiffre d'affaires, il faut le rapporter à l'origine des Carnot. En 2006, on faisait 186. Vous voyez à peu près la progression, pratiquement x3. Et est-ce que vous avez parlé de 1 million pour les entreprises et de 600 millions 1 milliard. Ah, 1 milliard. 1 milliard 100, pardon. C'est 1 milliard 100 par an que les entreprises financent à la recherche publique. D'accord. Et sur ce 1 milliard, il y a 600 millions sur le réseau Carnot. Voilà, ça fait à peu près 60%. Alors, vous êtes arrivé à la présidence de ces Carnot assez récemment quand même. Moi, je voulais vous interroger sur les priorités que vous êtes fixées. Et est-ce qu'il n'y a pas une petite bascule, un changement d'orientation, là, au vu de la nouvelle géopolitique ? Et de cet appel justement à des technologies plus souveraines, à une maîtrise sur l'intelligence artificielle ? Absolument. Et en fait, ça ne date pas effectivement des événements de ces dernières semaines, puisque évidemment le Covid, premièrement, a été la première alerte finalement sur cette notion de souveraineté technologique, puisqu'on s'est aperçu qu'on était largement dépendant vis-à-vis d'un certain nombre de pays sur ces technologies pour des produits plutôt simples, mais aussi des produits de haute technologie. Et cette dimension de souveraineté technologique a été portée par des instituts comme les Carnot, puisqu'ils sont vraiment en front avec cette économie et ces entreprises.
Et aujourd'hui, encore plus, avec évidemment je dirais, avant on parlait de la bipolarisation sino-américaine. Aujourd'hui, on ne sait plus réellement quels sont les amis, quels sont les ennemis. Donc il faut être extrêmement vigilant sur cette capacité à ce que la France, l'Europe, soit totalement indépendante vis-à-vis d'un certain nombre de technologies, parce qu'elles sont nécessaires pour, évidemment, développer des produits sur notre territoire et notre capacité à exporter. Vous connaissez un peu les règles des extraterritoriales américaines. Aujourd'hui, si vous avez une technologie imbriquée dans votre produit et qu'elle est américaine, demain, et ben, ce produit-là serait interdit d'exportation dans tel ou tel pays. Nous voulons aujourd'hui doter les entreprises avec des briques technologiques européennes pour que justement être indépendants vis-à-vis de ça. Et ça change les orientations aujourd'hui, les choix que vous faites sur les projets, par exemple? Absolument. Je vous donne juste un exemple. Dans le domaine de l'IA, et notamment l'IA embarquée, depuis longtemps, les industriels utilisent des outils américains pour faire en sorte que l'IA qui est développée dans le cloud soit intégrée dans des produits, soit des produits de santé ou d'autres produits IoT. Aujourd'hui, on développe une plateforme française et européenne qui permettra aux entreprises françaises et européennes de disposer d'un outil qui leur permet justement d'aller vers cette IA embarquée en toute indépendance. Et donc ça a bien changé évidemment les orientations. Et ça, c'est un choix qui a été soutenu par l'État. C'est-à-dire, même s'ils utilisent des IA ou des grands modèles de langage étrangers, ils passeront ensuite par une plateforme? Alors, en fait, il y a ces modèles-là, mais aussi il y a les modèles propriétaires qui sont aujourd'hui développés par des acteurs européens, Mistral, il y a plein d'entreprises qui le font, nous-mêmes on le fait. Mais au-delà évidemment du modèle, si vous utilisez aujourd'hui un outil américain pour faire ce transfert vers l'embarqué, vous allez quelque part mettre le germe d'une technologie qui n'est pas la vôtre, qui peut vous freiner dans votre développement. Et aujourd'hui, on offre cette plateforme qui s'appelle DeepGreen. C'est un grand projet européen, européen et français, puisqu'il est soutenu par France 2030, 25 millions d'euros, avec énormément de partenaires industriels, des secteurs de l'aéronautique, de la défense, de l'industrie. Et comment vous allez les chercher, ces entreprises, pour leur dire justement, nous, on a ce type d'initiative, on existe, on peut faire des choses ensemble? Voilà, c'est un travail de tous les jours. C'est votre travail, en fait. Absolument. Et puis, le travail d'un certain nombre de nos collègues qui sont formés pour ça. Ça s'appelle des business developers, des commerciaux, si vous voulez, dans un terme. Pourquoi vous êtes convaincu que c'est important aujourd'hui, ce partenariat public-privé? Je pense que la recherche, elle a plusieurs qualités, je dirais originales, la création de savoir. Enfin, je pense que la science, le progrès a toujours été une valeur importante pour les sociétés. Mais on a souffert depuis très longtemps sur le fait que cette création de valeur restait dans un domaine qui est un domaine scientifique, académique, alors que derrière, on peut absolument projeter des choses qui peuvent servir la société, l'entreprise. Et donc, je dirais, ce transfert de technologie ne peut se faire qu'avec ce lien-là, public-privé. Oui. Il est extrêmement important. Et les freins sont des deux côtés? Absolument. Je dirais les entreprises aussi hésitent à venir voir les laboratoires de recherche publics? Absolument, et notamment en France, je le regrette, je le dis depuis un certain nombre de mois et d'années. Je pense que le constat aussi partagé par le ministère de la Recherche sur le fait que dans l'investissement en France de la R&D, nous pesons à peu près autour de 2,2% du PIB français, alors que ça fait à peu près 10-15 ans que toute l'Europe a un objectif évidemment d'atteindre le 3%. Et dans cet écart-là, en fait, ce sont les entreprises françaises qui sont un peu en recul par rapport à leurs homologues européens. Et donc il faut un effort. Seulement 2% des budgets R&D aujourd'hui des entreprises françaises vont vers des laboratoires publics, c'est ça? Non, en fait, vous prenez le PIB français. Dans le PIB français, la recherche et développement ne pèse que de 2,2%. Ah, dans l'absolu. D'accord. Donc ça, c'est déjà un effort de recherche et développement sur lequel il faut travailler. Exactement, pour atteindre les 3%. Et pour atteindre les 3%, il faudrait que les entreprises
investissent dans la R&D chez elles déjà, Oui. et aussi évidemment à travers la collaboration avec les laboratoires Et académiques. alors, si on regarde plus précisément sur cette collaboration, en France, on se situe comment par rapport aux voisins? On est en recul, évidemment. Aussi. On est à peu près 7e dans les pays de l'OCDE, donc on a vraiment des efforts à faire. Alors ça tient évidemment à une culture évidemment d'aversion au risque, puisque aujourd'hui la R&D est quand même vue comme un centre de coût avant tout. Et ça, il faut un changement de paradigme pour que la R&D dans les entreprises ne soit pas touchée au moindre soubresaut économique. Et donc, il faut vraiment être volontariste, comme le font typiquement les Américains. Les Américains, en moyenne, les grandes entreprises, hein, les AWS, les Meta, ils sont entre 14 et 30% de leur chiffre d'affaires chaque année dans la R&D. On est très loin. C'est sûr, mais les tensions économiques, politiques, voilà, c'est compliqué. Quel est votre regard aujourd'hui sur la politique industrielle de la France? Est-ce qu'il vous semble qu'on a pris la mesure des enjeux et qu'on fait les bons choix sur les bonnes technos? Oui, je dirais qu'effectivement, on a fait un effort considérable à partir de la crise du Covid, où on a pris vraiment conscience effectivement des faiblesses des économies françaises et européennes, avec un exemple qui est marquant, qu'il faut souligner, effectivement, le plan France 2030, 54 milliards d'euros d'investissement dans des clés technologiques qui sont aujourd'hui communément partagées de par le monde comme étant stratégiques, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le numérique, le quantique, et il y a un investissement qui est important. Et derrière, on a vu pour la première fois un mouvement des entreprises vers cette innovation de façon extrêmement forte. Et on ne peut que vraiment se féliciter de cet élan. Mais il y a encore à faire, puisqu'on vient de le voir, il y a effectivement l'investissement de la R&D. Et puis de l'autre côté, je dirais la recherche publique aussi a besoin de faire des efforts pour être vraiment au diapason des temporalités de l'économie et des entreprises. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, il faut investir dans l'IA, investir dans l'IA, investir dans l'IA. Basta. Oui, mais après, il faut... c'est pas un peu un piège, ça? Ouais, c'est pas un piège. Il faut, d'un côté, se dire c'est une technologie clé, transformante, incontournable, dans laquelle il faut absolument être en compétition et se donner les moyens. C'est vraiment quelque chose d'assez important et je pense que personne ne dirait le contraire. Par contre, on subit des effets de mode, évidemment. Tout le monde fait de l'IA aujourd'hui, depuis quelques années. Il n'y a pas que l'IA. Il y a des technologies autour du quantique. La cybersécurité, il n'y a pas d'IA sans cybersécurité. Enfin, voilà. Et puis, il y a d'autres technologies autour de l'énergie, le climat, la transition climatique, l'environnement. Donc, il y a bien d'autres technologies dans lesquelles il faut investir. Et je dirais un mot sur cette vision, c'est qu'il faut faire des choix, parce qu'on ne pourra pas être bon partout. Il ne faut pas trop se disperser. Absolument, parce qu'il faut focaliser les moyens. On n'a pas des moyens extensibles, donc à un moment donné, il faut du courage politique pour tracer une vision stratégique qui soit claire, pour dire l'Europe, la France doit être excellente dans tel ou tel domaine et se donner les moyens, parce que saupoudrer en général, on perd de l'argent et on n'avance pas. Quel domaine alors ? Je l'ai dit, l'IA... Cybersécurité, l'IA, l'informatique quantique, l'énergie, vous voyez bien Ça fait déjà beaucoup, hein ? Ça fait beaucoup, mais si vous regardez aujourd'hui où vont les financements publics et privés, ils vont à peu près partout. C'est beaucoup plus dispersé que ça. Voilà, absolument. Il y a évidemment, après, on peut le comprendre, mais je pense qu'il y a aussi lieu de faire une stratégie à 4-5 technologies clés dans lesquelles on doit être leader mondial. Un choix politique, mais c'est aussi un message que vous passez aux entreprises, ça ? Les entreprises, en fait, leur stratégie, elle est définie par plein d'autres choses. Évidemment, il n'y a pas que la technologie. La technologie aujourd'hui est clé dans leur transformation, dans leur innovation. Mais elles aussi, en fait, elles doivent aussi choisir les marchés. Vous parlez de la situation politique, je pense que ça va entraîner un certain nombre de choix, de territoires, d'expansion, de développement à l'international bien précis. Et donc, il faut combiner quelque part les stratégies nationales, européennes sur ces clés technologiques pour pouvoir, derrière, avoir une stratégie économique, industrielle, qui puisse bénéficier de cet élan de financement.
tout se tient. Merci beaucoup d'être venu dans Smart Tech. Je rappelle que vous êtes à la tête des Instituts Carnot, directeur aussi du CEALIST. Alexandre Bournou était notre grand invité aujourd'hui. Merci. On termine cette édition avec Nicolas Rongard. Bonjour Nicolas. Bonjour Delphine. Je rappelle que vous êtes consultant crypto et blockchain chez KPMG et aujourd'hui on va s'intéresser à cette annonce faite par le président américain Donald Trump de la création d'une réserve stratégique crypto aux États-Unis. C'était au tout début du mois de mars. Déjà, première question, quel impact a ce genre d'annonce ? Effectivement, c'est une annonce qui a suscité beaucoup de bruit et aussi beaucoup de volatilité sur le marché crypto. Peut-être si on prend un peu de recul et qu'on donne un peu de contexte par rapport à cette annonce-là, c'est pas la première fois qu'on parle d'une réserve stratégique en crypto. C'est d'ailleurs un de ses sujets forts lors de sa campagne présidentielle l'année dernière. Et on a aussi ces dernières semaines des États comme l'Utah ou encore l'Arizona qui ont voté des projets de loi pour instaurer une réserve stratégique en Bitcoin. Donc c'est pas la première fois qu'on en parle. Maintenant, si on joue le jeu de l'analyse par rapport à cette annonce, effectivement, qui a eu lieu dimanche soir sur ses réseaux sociaux, où il a annoncé la mise en place potentielle d'une réserve stratégique en Bitcoin et aussi en autres cryptos potentiellement. Il y a 2 points saillants pour moi. Vous dites toujours potentiel. Potentiel, C'est-à-dire effectivement. que vous pensez que ça pourrait ne pas arriver. Exactement, parce que pour l'instant, ce ne sont que des annonces et en réalité, il y a beaucoup d'étapes qui doivent être réalisées, notamment sur le point de vue réglementaire, parce que la mise en place d'une réserve stratégique, ça doit passer par un cadre réglementaire bien établi, par une approbation par le Congrès. Donc, il y a beaucoup d'étapes à réaliser en amont. Mais peut-être sur les cryptos qui ont été annoncés, donc il y a effectivement Bitcoin, sans surprise, parce qu'on en a déjà parlé sur les précédents mois. Mais il y en a aussi 4 autres. La première, là aussi sans surprise, c'est Ether, de la blockchain Ethereum. Pour le coup, pas trop de surprise sur l'Ether parce que c'est aujourd'hui la 2e plus grosse crypto-monnaie en termes de capitalisation de marché. Et c'est aujourd'hui là où se passe la plupart de l'activité crypto. On en a déjà parlé sur le plateau, mais en termes d'actifs tokenisés, de stablecoin ou même de finances décentralisées, tout se passe aujourd'hui majoritairement sur Ethereum. Donc c'est pas trop une surprise. Ce qui est plutôt surprenant, c'est les 3 autres cryptos qui ont été annoncés par le président Trump, à savoir XRP, Solana et Cardano, qui sont bien évidemment connus des investisseurs crypto. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, pourquoi les mentionner ? Parce que ce sont des cryptos plus volatiles, peut-être moins utilisés. Mais il y a 2 raisons, je pense, derrière ça. C'est forcément, ce sont les 3 plus grosses cryptos après Bitcoin et Ether en termes de capitalisation. Et surtout, derrière ces cryptos, on a des projets américains. Donc il y a peut-être la volonté du président Trump d'avoir ce côté souveraineté pour mettre en avant des projets américains. Et le fait de multiplier le nombre de cryptos, de ne pas faire une réserve uniquement en Bitcoin, c'est pour éliminer les risques, c'est ça ? C'est peut-être pour éliminer les risques, mais encore une fois, on n'a aucune information aujourd'hui sur la façon dont va être constituée cette réserve et c'est vraiment important. Il faut bien comprendre la dichotomie entre le fait de constituer une réserve stratégique en achetant des cryptos sur le marché. Donc là, ce serait vraiment un événement majeur parce qu'on va avoir des nouvelles liquidités qui vont arriver sur le marché par un gouvernement. Donc c'est une étape vraiment nouvelle. Et de l'autre côté, on a aussi la possibilité de constituer une réserve stratégique avec le stock existant du gouvernement qui existe grâce à la saisie des cryptos qui ont été réalisés au fil des années. Donc finalement, on n'aurait pas d'achat qui serait réalisé, c'est uniquement utiliser le stock qui est déjà existant. Donc l'effet waouh serait un peu moins impressionnant pour le coup. En tout cas, on se dessine vers un nouveau cadre pro-crypto quand même aux États-Unis. Exactement, et c'est un peu depuis l'investiture de Donald Trump, on a effectivement un vent favorable qui se dessine pour le marché crypto aux États-Unis, avec de prime abord la constitution d'un gouvernement pro-crypto, avec à la tête de la SEC, le gendarme américain financier, une personne pro-crypto. Et puis aussi, on a le président Trump qui, lors de son investiture, a signé un décret qui vise à favoriser et mettre en avant le leadership américain sur les actifs numériques. Donc c'est une première étape et on voit que le vent tourne pour les acteurs crypto aux États-Unis. Et on le voit d'ailleurs ces derniers jours, on a la SEC donc, qui a abandonné ses poursuites judiciaires contre des acteurs comme Coinbase ou encore Kraken, après des années de poursuites. Donc on voit que finalement, il y a un retournement de veste et pour justement le bienfait de l'écosystème et pour les acteurs du marché. Merci beaucoup Nicolas Rongard. On continuera de suivre tout ça avec vous, bien entendu. Je rappelle que vous êtes consultant crypto et blockchain chez KPMG. Merci à tous de nous suivre. C'était Smart Tech sur la chaîne Bismart for Change. Vous pouvez aussi nous suivre en podcast, bien évidemment. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire sur la tech.